écoutez Tepa, juste après moi, là. Il va nous parler de l'Union européenne pour changer la souveraineté et de l'identité. Donc ça garde un léger suspense, on ne sait pas exactement ce qu'il va se dire. Et moi, ça m'intéresse. Ensuite, on aura Sébastien Poirier, donc je vous ai dit tout à l'heure, qui est athlète, prof d'équitation. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est engagé dans la mobilisation générale et dans Nuit debout. Il a 5 initiatives à nous présenter. C'est ça, hein, pour sortir de l'état de dictature dans lequel on est. Et puis pour finir, Éric Fiorilles nous parlera du référendum populaire du 2 avril, qui est prévu le 2 avril de cette année. Donc je rappelle qu'il a initié le coup d'état civil le 14 juillet 2015, fondateur du Conseil national de transition français, et qui est inventeur de la démosophie. Moi j'aimerais en savoir plus sur la démosophie. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? Alors on y va. Tepa, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, déjà, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de la manifestation, avant d'oublier, parce que je pense que c'est très bien de votre part d'avoir ce genre d'initiative, de rencontres, de pouvoir discuter, échanger. Et ça, c'est certainement peut-être une nouveauté aussi en France, de pouvoir ouvrir les débats, puisqu'on est dans un pays où malheureusement il est de plus en plus difficile de s'exprimer sur certains sujets, et on est dans ce que je pourrais appeler une espèce de criminalisation de la pensée. En tout cas, on est dans un monde très orwellien, où celui qui sort des clous, celui qui n'est plus conforme à la doxa, qui n'est plus dans l'idéologie dominante, en fait, est... pour le coup, tiens, je vais reprendre un terme de novlangue, est stigmatisé. Hein. C'est un terme qu'on aime bien entendre à longueur de temps. On stigmatise tout le monde. Et je pense que finalement, les plus stigmatisés, ce sont ceux qui ne se conforment pas à cette pensée unique. Et pour ce qui est justement des sujets que je voulais aborder, pour ma part, c'est l'Union européenne, la souveraineté, l'identité. Parce que ce sont 3 sujets qui sont finalement interconnectés les uns avec les autres. Alors l'Union européenne, à revenir sur tout ce qu'a dit Régis, c'est effectivement, mais c'est plutôt remettre une couche et remettre un peu d'huile sur le feu, parce que je pense que c'est vraiment le cœur. En France, ce débat sur l'Union européenne, il avance. Je ne peux pas dire qu'il avance pas, puisque je suis obligé de constater que même dans les grands médias, aujourd'hui, quand on voit des hommes politiques ou des personnalités qui viennent parler de ce sujet-là, on en est quand même, en 2016, on arrive à leur poser la question, est-ce qu'il faut sortir ou pas de l'Union européenne? C'est déjà... Mon Dieu, on a avancé il y a quelques années encore. Voilà, je prends témoin ici loin, puisque on se connaît depuis l'époque de l'UPR, et je veux dire qu'à l'époque, il y a quelques années, c'était même impossible, c'était inenvisageable. Rien qu'évoquer ce sujet, c'était quelque chose qui paraissait complètement impossible. Avec ce qui s'est passé, évidemment, du Brexit, ça a réveillé des esprits. Je pense qu'on est dans une phase où maintenant les gens pensent que oui, il y a une possibilité, effectivement, de sortir de cette Union européenne. Et pourquoi sortir de l'Union européenne? Voilà, peut-être que certains vont dire un peu, faire moi un Célineau, je suis monomaniaque de l'Union européenne, mais effectivement, quand on commence à comprendre en fait comment le pays, comment on a délégué en fait l'ensemble de nos pouvoirs, l'ensemble de toutes nos souverainetés dans tous les domaines en fait à cette institution, on voit bien que le problème politique de la France, c'est que rien ne pourra se faire si on reste dans cette institution. Parce que c'est elle qui prend toutes les décisions, il n'y a aucune démocratie, il n'y a aucune consultation populaire. Et en plus de ça, on l'a bien vu, l'Union européenne déteste les consultations populaires, puisque quand il y a des référendums en Europe, on voit les réactions des élites, c'est tout de suite de nous dire « Ah ben non, il faut... enlever les... » On a parlé même d'interdire les référendums en Europe, hein, tellement il y a eu plusieurs déclarations de dirigeants européens qui ont dit mais l'Union européenne, il ne devrait même pas y avoir de référendum sur l'Union européenne. Pour eux, c'est une hérésie de base, parce que l'Union européenne, c'est l'alpha et l'oméga de ce qui est bon pour le pays. Or,
toutes les personnes ici, je pense que vous êtes vraiment éclairés pour pouvoir venir voir une conférence un dimanche après-midi. Je pense que vous avez compris que c'était quand même le cœur nucléaire de ce qu'il fallait changer. C'est-à-dire le grand changement politique, je pense, que les Français ils attendent depuis longtemps, bah, ça passera avec la rupture avec cette organisation. Et ça ne peut être que par là, parce que tous les gens qui vous parlent d'Union européenne, et pour une fois dans les élections qui arrivent, aussi bien présidentielles que législatives, je pense que c'est un sujet qui va être abordé. Ce n'était pas le cas il y a encore 5 ans, à la dernière élection, l'Union européenne était vraiment mineure. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer, en tout cas on ne peut plus occulter ce sujet-là. Et pour cause, c'est que si on est dans une élection, on va choisir, entre guillemets, bien sûr, des représentants. Ces représentants, on voit bien qu'il faut qu'ils aient quand même un pouvoir. Et celui qui, si on s'intéresse vraiment, comment se définit ce pouvoir, quel est son domaine d'action, on voit bien qu'il n'appartient pas, en fait, aux institutions françaises. Elles sont soumises à des dictats européens, à des commissaires européens, voilà, en politique militaire, en politique économique, en politique financière, en politique sociale, parce que ne pas oublier, je voulais rappeler que quand même quand on parle souvent en ce moment on parle beaucoup des migrants et du problème de la crise migratoire, mais c'est lié à l'Union européenne aussi. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne, c'est celle qui impose les règles du jeu. On ne choisit pas, nous, les règles du jeu. Le Schengen, qui est voilà, une espèce d'espace sans frontières, parce que je pense qu'il y a un objectif, hein, bien sûr, dans cette Union européenne, on le sait, c'est de casser les nations, d'anéantir les nations pour créer ce qu'ils appellent, d'ailleurs le mot est bien choisi, un espace, hein, c'est-à-dire un espace, finalement, si on y met ce qu'on veut, un espace. Un espace, c'est un terrain libre. Et ce terrain libre, ben, évidemment, il passe par le fait que si on veut que cet espace puisse exister, il va falloir éliminer ce qu'il y a à l'intérieur de cet espace. Et le seul frein, en fait, à l'Union européenne aujourd'hui, bah, ce sont les nations, ce sont les frontières. Et c'est pour ça qu'il y a cette obsession du sans-frontiérisme, avec les conséquences qu'on a vues sur la crise migratoire. Mais on s'est réveillé il n'y a pas longtemps, quand il y a eu les attentats de Berlin, on a vu que les terroristes avaient pu traverser toute l'Europe comme ils voulaient. Et on avait encore des journalistes pour s'étonner, mais comment on peut traverser l'Europe comme ça? Mais il n'y a pas de frontières. Donc à un moment donné, c'est soit on sort de ce dogme du sans-frontiérisme total et de cette Union européenne, ou alors on continue, mais on ne peut pas se plaindre, en tout cas on ne peut pas s'étonner que quelqu'un, même un terroriste, il puisse circuler comme il veut dans cet espace justement où il n'y a pas de frontières précisément. Donc moi je pense que c'est très très important cette question de l'Union européenne, et tous ceux qui nous racontent qu'on va changer l'Europe, parce que à chaque fois évidemment que vous abordez ce sujet, il y a toujours qui disent mais non, mais sortir, etc. On vous parle d'apocalypse, on joue sur les peurs. J'adore ce mot de jouer sur les peurs, alors que ceux qui jouent sur les peurs, pour moi c'est le camp d'en face, parce que c'est le camp d'en face qui ne cesse de vous dire attention, mais si vous sortez, il va se passer ça, si vous sortez, ça va être ça, etc. C'est eux qui jouent sur ces peurs-là pour empêcher, c'est un peu comme une espèce d'épée de Damoclès, pour vous tétaniser, vous dire ah non, je n'y sors pas. Et ils ont des moyens de pression, on va pas se mentir, hein, puisque comme on a vu ce qui s'est passé en Grèce au moment du référendum, c'est assez révélateur. On a coupé toutes les accès bancaires. Il y avait quand même une pression phénoménale sur la Grèce. Même si Tsipras n'est pas allé peut-être au bout de sa logique, et on peut lui reprocher certainement plein de choses par rapport à ce qu'il avait prévu, mais on voit bien qu'il faut quand même admettre qu'il est confronté aussi à une pression politique phénoménale, et il était complètement isolé, complètement seul, puisque les autres dirigeants européens, pour le moment, ils ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Donc on voit bien que cette Union européenne, elle est pour moi l'objet de nos mots. Hein, et les principaux. Alors c'est peut-être pas tout, hein, comme disait tout à l'heure Thierry, il y a des bonnes choses, évidemment, peut-être dans l'Union européenne, comme on va dire comme dans toute chose, il y a certainement des avantages et des désavantages. Mais quand on fait le bilan, je pense que les désavantages sont plus lourds que les avantages. Et voilà, quand on doit trancher, on aurait plus d'avantages, effectivement, pour moi, à rompre qu'à rester dans cette Union européenne.
Et évidemment, au niveau monétaire, bon, je ne vais pas revenir sur la création monétaire, mais ça aussi, c'est un des cœurs nucléaires, certainement, voilà, qu'il faut prendre conscience. Et je pense que les problèmes aussi économiques, justement, ces problématiques économiques, les gens en ont beaucoup plus conscience, grâce évidemment à Internet et aux réseaux, aux médias, voilà, tout le développement en fait de cette information alternative, indépendante. Et on est donc avec des gens aujourd'hui qui ont beaucoup plus conscience de ces problématiques. Ne serait-ce qu'il y a 10 ans, ça vraiment, je vois vraiment l'évolution. Avant, personne ne s'intéressait vraiment à cette question de la création monétaire. Quel est le rôle, le pouvoir précis des banques? Bon, c'était un peu obscur, mais on ne pensait pas que c'était aussi lié intimement en fait à tout le reste de la société. Parce que si aujourd'hui il y a une puissance en tout cas qui domine dans l'ombre, c'est bien cette finance que personne n'arrive à mater, hein. Surtout pas celui qui nous avait dit que c'était son ennemi. Mais bon, sinon, oui, parce que c'était quand même un aspect du programme, la phrase forte de notre... Non mais vous avez prévenu, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de visage. Elle n'a pas de nom, elle n'a pas de visage. Donc, il ne l'a pas trouvé finalement. Donc, il n'a pas trouvé. On aurait pu lui filer des tuyaux, hein, mais bon, il n'a pas voulu non plus. Et donc ça, on voit bien que voilà, il a tenté, pour moi c'était une tentative un peu démagogique. Il avait bien senti certainement par des conseillers un peu plus malins que les autres qui ont dit mais ça c'est le bon créneau, voilà, comme dans le marketing où on parle de positionnement, ben là c'est un peu pareil, c'est le bon positionnement, c'est un sujet en vogue, c'est la chose où il faut aller. Donc je pense qu'on a eu le président qui a plongé là-dedans, mais évidemment sans conviction, sans programme. Et pourtant, avec, je pense, certainement, il y a une réalité. Je pense qu'il en a parfaitement conscience du problème, mais il ne s'agit pas de le régler. Et pour cause, puisque de toute façon, c'est ça qui m'amène à la souveraineté. La souveraineté, c'est essentiel. Alors souveraineté, c'est presque un gros mot aujourd'hui. Hein, souveraineté. Alors quand vous rajoutez national, vous êtes le fasciste de service, vous êtes la personne à bannir tout de suite, parce que le mot nation, c'est un gros mot. Hein, la nation, c'est un gros mot. Pour ma part, moi je pense que la nation, c'est la plus petite, entre guillemets, ou la plus grande, comme on veut, communauté humaine acceptable. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, mais tu sais, les nations, avant, les gens s'en foutaient des nations, c'est une construction artificielle. Certes, c'est vrai que c'est une évolution, peut-être que la nation, oui, c'est telle qu'on la nation moderne, hein, en tout cas, qui est, on va dire, issue de la Révolution française, cette notion, en tout cas, c'est celle qu'en plus la France a exportée, en plus, à travers le monde. Mais pour moi, ça reste le modèle, et je pense même que cette nation-là, elle n'est pas arrivée au bout de son processus. Et c'est bien pour ça que, entre guillemets, je ne sais pas comment les désigner, l'oligarchie, l'élite, en tout cas les gens qui ont un grand pouvoir de décision et qu'on ne connaît pas forcément, eux, en tout cas, ont décidé de brader les nations. Les nations ne les intéressent plus. Ils veulent brader ces nations, ils veulent nous emmener vers des grands espaces continentaux, gérés de façon supranationale, avec des grandes organisations, donc l'Union européenne, l'OUA, voilà, le TAFTA, bon, évidemment, visiblement avec Trump, ça va encore peut-être changer, mais voilà, le TISA, voilà, il y a le NAFTA, il y a l'ASEAN, enfin, il y a tout un tas de grands ensembles géoéconomiques, on va dire. Et on veut nous balayer, donc détruire ces nations pour laisser place à ce nouveau système. Et je pense que si l'Europe est la cible de ces attaques, c'est pas anodin. Parce que si on arrive à détruire des nations européennes et des nations comme la France, qui sont parmi les plus vieilles justement nations du monde, les nations constituées du monde, qu'adviendra-t-il des autres? Je pense que les autres ne résisteront pas très longtemps. Si on arrive à détruire une nation comme la France ou l'Angleterre, qu'est-ce qui restera de pays où la constitution est beaucoup plus récente, beaucoup plus jeune, beaucoup plus fragile? Ce sont des pays qui seront balayés par ce vent-là. On leur dira, vous voyez, la France, ça n'existe plus. Quelle raison avez-vous vous-même d'exister, puisque même des pays qui se sont constitués il y a très très longtemps n'existent plus. Le système est passé presque envie de dire démodé, mais en tout cas
on nous enjoint en tout cas d'accepter un système supranational. Et pour ça, évidemment, on nous a piqué déjà toutes nos souverainetés, ça c'est une première chose, mais aussi il y a des attaques contre l'identité. Alors, l'identité, je sais que c'est ça c'est pareil, autre sujet, on marche sur des œufs, sinon sur des mines, en tout cas des œufs minés, on peut exploser à chaque pas, en tout cas il faut faire très très attention, et pourtant c'est essentiel, parce que le sujet de la souveraineté et de l'identité, pour moi, ils sont liés, parce que je ne vois pas comment on pourrait défendre une souveraineté sans identité, puisque c'est cette identité qui fait qu'on veut sa souveraineté. Si on n'a plus d'identité, il n'y aura plus de souveraineté, parce qu'il n'y aura plus rien à défendre derrière. Si la France n'existe plus en soi en tant qu'identité, c'est-à-dire, et l'identité c'est quoi? C'est dans la tête collectivement, c'est dans notre tête collectivement, c'est notre héritage culturel, c'est ce qui nous font, nos us, nos coutumes, nos habitudes, voilà, notre langage, tout ça, mais tout ça mélangé. Mais si tout ça n'existe plus, si tout ça devient un espèce de magma, de gloubi-boulga incohérent, comme on est en train de nous le vendre, bah, l'identité n'existant plus, il n'y aura plus de souveraineté. Et là, c'est, j'ai envie de dire, la voie royale pour ces projets supranationaux, d'ailleurs, dont beaucoup sont séduits, parce que, au nom justement de bâtir une nouvelle identité. C'est pour ça qu'on nous parle de citoyenneté européenne. On nous dit, oui, voilà, je me sens citoyen européen. On ne sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que entre un letton, un serbe, un hongrois, un moldave, un allemand, bon, on habite sur le même continent, mais il y a quand même des énormes différences. Et on veut tout nier. Donc tout ça, évidemment, tout ça n'existe plus. On vous parle d'un Européen. Alors évidemment, ça nécessite évidemment de balayer l'histoire aussi, hein, parce qu'il faut mettre l'histoire aux oubliettes, parce que sinon ça risque d'entraver le projet. Et je pense qu'on vit l'attaque claire en ce moment contre les identités, avec deux grandes notions pour moi qui vont s'affronter, à la fois des gens qui vont nous dire bah, l'identité, finalement, c'est quelque chose de vide. On y met ce qu'on veut, c'est comme cette bouteille, elle serait vide. Et puis, je peux y mettre du coca, je peux y mettre du jus, je peux y mettre de... Voilà, j'y mets ce que je veux, puis j'enlève le coca, je remets du vin, puis j'enlève, et puis je remets ce que je veux. Moi, je ne pense pas que l'identité soit ça, au contraire. À partir du moment où tu as mis du coca, tu l'as identifié déjà. Ouais, mais, mais justement, oui c'est ça, mais toi tu veux mettre du coca, et puis madame elle veut mettre du jus, et puis lui il veut rajouter du grain de sel, et puis lui il veut... Et à la fin ça donne quoi? Moi je pense que ça donne une solution imbuvable. Et c'est un peu ça, c'est qu'on a une identité de base, et cette identité, pour moi, non, on ne peut pas la brader, on ne peut pas négocier avec. Dire en France on parle français, on ne va pas se mettre à parler d'autres langues, nous dire ah oui c'est l'ouverture, etc. Non, c'est l'ouverture, c'est la perte, parce que si les gens ne parlent plus français, et le niveau de français d'ailleurs c'est très inquiétant, puisque on sait très bien, on a eu les résultats scolaires, tout s'est effondré littéralement en France, hein, au niveau de l'éducation, tout est dans le rouge, on s'est effondré au niveau du français, des mathématiques, de l'histoire, mais tout ça participe quand même d'un mouvement, d'une volonté. C'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on voudrait souvent, j'ai l'impression qu'on nous dit c'est un peu ah, c'est le mektoub qui nous tombe dessus, on peut rien faire. Mais non, on peut faire quelque chose. Non seulement on peut faire quelque chose, mais il n'y a pas de mektoub. C'est que s'il y a des attaques contre cette identité, s'il y a des pertes de cette souveraineté, c'est parce qu'il y a des gens qui œuvrent à ça. Ils œuvrent activement. Ils ont un projet. C'est pas les gens qui veulent détruire les nations européennes. Il y a un projet derrière. C'est pas on détruit puis non, c'est on détruit pour faire quelque chose. Et ce projet, il se profile depuis longtemps. C'est de nous expliquer, on va tous appartenir à un espace, en gros, hein, qui est géré quand même par la puissance anglo-américaine, parce que c'est quand même elle qui est la grande puissance derrière. Et puis voilà, cette espèce d'espace qui ne voudra plus rien dire, d'ailleurs, où tout se ressemble, puisque ce son frontiérisme, espèce d'uniformisation qui est voulue, elle fait que vous allez vous balader à Paris, à Berlin, à Stockholm, je sais pas, à Zagreb, vous allez avoir les mêmes magasins, les mêmes choses. C'est exactement ce que veulent d'ailleurs ce que j'appelle les mondialistes de droite. Les mondialistes de droite ont un projet, j'ai envie de néolibéralisme des entreprises,
pour avoir des entreprises transnationales qui vont diriger partout. Et ça nécessite effectivement de détruire les frontières, les nations, les réglementations. Et puis, de l'autre côté, on a les mondialistes de gauche. Et eux, c'est au nom d'un pseudo-universalisme humanitaire qui voudrait que toute l'humanité ne formerait plus qu'un. Et donc, au nom de cet universalisme de l'humanité, il faut aussi plus de frontières, etc. Et tout se vaut. Si demain, puisqu'on nous explique, j'ai vu encore la proposition de Benoît Hamon, au primaire de la gauche, qui nous dit « je vais créer un visa humanitaire », c'est-à-dire en gros, celui qui voudra venir, il demande un visa et puis il vient. Je trouve ça un peu... c'est de la destruction des nations. Alors, c'est pas fait au nom du même... du point de vue de la gauche, c'est fait au nom d'un universalisme, une espèce d'humanisme, puisque c'est un mot, une notion qui s'aime bien aussi à gauche, l'humanisme. Et puis, à droite, c'est fait au nom des politiques transnationales, des multinationales, de l'économie mondialisée, Et donc les deux marchent comme ça, une formule d'ailleurs de Pierre Hillard que j'aime beaucoup, il dit c'est un monstre à deux jambes qui avance, et il a besoin comme nous, à droite, à gauche, pour pouvoir avancer. Et ce projet-là, il avance, avec toute une classe politique qui nous baratine, parce que quand ils nous expliquent les uns après les autres, parce qu'il n'y a personne vraiment pour défendre l'Europe. Ils défendent l'idée de l'Europe, mais tout le monde nous dit que ça ne marche pas. Et tout le monde nous dit, oui, je vais voter pour moi, et puis vous allez voir, moi, je vais faire changer les choses. C'est oublier que, quand bien même on va voter pour un dirigeant français qui aura des idées sur l'Europe, il n'aura aucun moyen d'imposer sa vision, son projet aux Allemands, aux Danois, aux Anglais, etc. Pour les Anglais, c'est terminé, mais les Espagnols, etc. Parce qu'ils n'en voudront pas. Et donc, ça, c'est un mensonge. Et c'est le mensonge total de toute notre classe politique sur ces questions d'Union européenne, puisque même, on le sait, le Front National, qui est le plus, entre guillemets, enclin à parler de ces questions-là, n'a pas un positionnement clair. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas clairement à nous dire, l'Europe, ça va faire ça. Donc, très récemment, on a vu qu'ils ont proposé un référendum sur la sortie de l'Union européenne, un peu à l'image de ce qui s'est fait en Angleterre, mais c'est pas clair, ça devrait être vraiment établi, nous disant on va vraiment le faire. Alors je pense, comme tous les partis politiques, et je te rejoins un peu là-dessus Sylvain, je suis moi aussi un peu hostile au parti. Alors pour un ex de l'UPR, on me dira oui mais t'as été dans l'UPR, oui j'étais dans l'UPR, je regrette pas du tout d'ailleurs, mais l'UPR pour moi c'était un peu la dernière chance d'ailleurs, c'était un peu justement le dernier parti entre guillemets, mais je ne crois plus au parti parce que la discipline des partis nous force aussi d'une façon à respecter un courant idéologique, et on n'a plus de liberté véritablement de parole. Et effectivement, dans le cas où on se présenterait dans une élection, on sera soumis à cette même discipline. Alors, c'est pas la même discipline qui va être appliquée dans chaque parti aura sa discipline, mais ce sera une discipline de parti, alors que on a besoin effectivement de députés qui pensent à l'intérêt national. Ça doit être le moteur, c'est ce qui devrait être le moteur de chaque homme politique dans ce pays, de défendre l'intérêt national et pas de défendre soit son propre intérêt, ça on les connaît, mais aussi de défendre cette idée finalement d'espace supranational, sans règles, sans frontières, et qui est contraire à nos intérêts. Celui qui veut m'expliquer que non, c'est les intérêts de la France. L'intérêt de la France n'est pas de se soumettre et de déléguer sa souveraineté à des organisations ou des gens non élus. Je n'arrive pas à me convaincre de ça. Et pour preuve, c'est que si on prend le bilan de toute façon 30 dernières années, il est absolument catastrophique sur tous les points. Et même les tenants, les européistes les plus convaincus, n'arrivent même pas à défendre ce bilan. C'est pour ça qu'ils vous disent on va changer, on va essayer, on va faire une autre Europe, etc. Mais ce qui est par nature un mensonge, parce que le dirigeant européen, enfin le dirigeant français ne pourra avoir aucun pouvoir pour échanger, pour avoir une influence, on va dire, sur ce qui va se passer dans les autres pays d'Europe. Donc tout ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience au plus haut niveau que l'Union européenne,
c'est quelque chose voilà, dont il faut sortir. Alors, ça fait peut-être même un peu peur, comme ça on dit, sortir, mais on va faire quoi? Bah, moi je pense que la France, voilà, c'est comme c'est quand même un vieux pays. Je veux dire, on fait nos tartines tout seul, on n'a pas besoin de... Ça fait quand même... la France a plus d'existence que l'Union Européenne. Je pense comment on faisait avant. On arrivait à se débrouiller tout seul. Donc, bah, l'Union Européenne, oui, on a l'impression un peu des fois de... Vous savez, comme c'est un enfant qui veut pas quitter son domicile parce que, bon, non, si je pars, bah, je vais devoir faire ma vaisselle tout seul. Bah oui, au moins, tu pourras choisir ta vaisselle, c'est quand même mieux. Et l'Union Européenne, donc c'est vraiment ça, c'est une espèce d'organisation, mais qui a, en plus, sous son couvert de paix, alors ça c'est un grand mensonge de la paix, parce qu'on voit que l'Union Européenne nous amène dans toutes les guerres. Les guerres, déjà, bon, les guerres externes, les guerres dites coloniales, hein, comme on a connu en Libye, en Syrie, etc. Bon, ça c'est déjà très scandaleux, mais aussi les guerres internes. Les guerres, celles qu'on ne veut pas voir, sont les guerres aussi à l'intérieur de l'Europe. Et l'Europe est l'organisme qui va certainement justement réveiller, en plus, c'est un paradoxe total, puisqu'on nous dit ah ben, l'Union Européenne a été créée pour faire la paix face au désastre créé par le nationalisme des Européens, donc suite les deux guerres mondiales, etc. C'est ça le grand argument. Or, précisément, cette Union Européenne va nous ramener là dans le chemin où elle est, justement dans les pire nationalisme. Et c'est si on reste dans cette Union Européenne, c'est exactement ce qui va se passer. C'est la tendance dans toute l'Europe, il ne faut pas se mentir. C'est absolument la tendance en France, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, même dans des pays qui étaient jusqu'à là dits entre guillemets immunisés contre ça. Hein, je pense par exemple à la Suède, un pays qui vote à gauche, la social-démocrate depuis 40 ans, et qui est en train de basculer justement dans le nationalisme. Les Allemands sont en train de basculer. C'était un peu plus... justement, avec tout le passé en plus des Allemands, on sait ce que ça signifie chez eux. Donc l'Europe, c'est un mensonge. C'est un mensonge. On nous vend une paix, on nous vend une stabilité. Alors, stabilité économique, un mensonge total. L'euro est une catastrophe. Hein, l'euro est une monnaie impériale, c'est un outil de domination, à la fois de la finance et à la fois géopolitique, mais qui ne sert pas les intérêts des pays, en particulier la France. Et on le voit bien, on l'a vu avec la crise grecque, avec la crise espagnole, encore pire, puisque maintenant ces pays-là, bah, ils sont devenus presque des... passez-moi le mot, mais c'est des esclaves un peu. On vous dit ce que vous avez à faire, et vous n'avez pas... voilà. Vous, entre guillemets, vous la fermez, c'est nous qui commandons. On a vu, c'était quand même assez scandaleux quand on voyait ce gouvernement grec qui devait accueillir la Troïka, donc BCE, espèce de triptyque FMI, hein, etc., qui venait pour... bon, bah, en gros, c'est comme les... j'ai envie de dire, pire que les professeurs, bon, bah, ils venaient, bon, bah, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Donc, ça sert à... En fait, les dirigeants sont devenus de simples exécutants, de simples... on va dire, de simples représentants bons à aller présenter en fait au peuple ce que d'autres ont décidé. Et en gros, ils sont là pour faire passer la pilule, voilà. Mais ils n'ont pas de pouvoir réel et ils n'ont pas de comment dire, ils n'ont pas de pouvoir réel. Et c'est pour ça que je pense aussi, en plus, vu que le système de l'Europe est tellement pervers, c'est qu'ils payent tellement bien en plus ces représentants qu'il n'y en a pas un qui a envie de bouger, ne serait-ce que pour conserver son intérêt personnel. Parce que quand vous êtes payé évidemment des sommes, comme on le sait à l'Union Européenne, vous avez touché 6 ou 7 000 euros par mois, bon, tout d'un coup l'Europe, ça devient quand même un beau projet. Hein. Hein, quand vous allez à la télé, vous êtes plus enclin, oui, bah, attendez, on va pas... Hein. D'ailleurs, je rappelle, quand il y a eu le Brexit, le lendemain, réaction quand même absolument hallucinante des fonctionnaires français au Parlement européen qui ont été reçus au ministère de l'économie. Leur inquiétude, c'est de savoir ce qu'ils allaient devenir, et en particulier leur salaire. Hein, donc voilà l'inquiétude de ces gens-là. À la suite du Brexit, ils ne sont pas inquiétés de savoir non mais qu'est-ce qui va... Non, mais nous, qu'est-ce qu'on va devenir si la France demain... voilà, c'est ça leur inquiétude. Donc on voit bien qu'on a créé cette caste de privilégiés. Hein, voilà, ils sont dans leur Parlement européen avec la piscine, les spas, les machins, les voitures de luxe. Et tout ça, évidemment, payé à nos frais, hein, pour le bien commun, soi-disant. Donc, on comprend bien, évidemment, dans ce système-là,
tous les gens qui participent vont le défendre pour conserver leur intérêt personnel. Mais il n'y a pas de conviction politique là-dedans. Et tout à l'heure, quand on parlait de masse critique, je trouve ça très intéressant parce que moi, depuis des années que maintenant je suis dans ces milieux alternatifs, je vois que cette masse critique, elle a évolué, qu'elle est beaucoup plus importante qu'avant. Et qu'elle s'intéresse à la fois aux problématiques et qu'elle augmente en nombre. Elle augmente en nombre chaque année. Donc je pense effectivement qu'il y a même, tout à l'heure, quelqu'un qui disait qu'il y avait un mensonge par rapport au nombre réel, et que le nombre est certainement plus important, et que les dirigeants le savent. C'est bien pour ça qu'il y a, à mon avis, cette campagne en ce moment, voilà, on va dire, on a durci le ton envers les opposants, et celui qui parle trop, il finit devant la 17e chambre. Je peux vous en parler. Et donc, voilà, je pense que tout ça, tout ça est lié. Et donc, comme je disais, les problématiques de souveraineté, elles doivent être pour moi au centre vraiment de ce que devrait être le combat politique à l'heure actuelle. Parce que sans ce combat pour la souveraineté, il n'y aura rien derrière. En fait, c'est du vent. Celui qui se présente là dans une élection en pensant en s'abstenant de parler de ces problématiques-là, pour moi, c'est de la littérature. Voilà, si on ne parle pas d'Union européenne, on ne parle pas de souveraineté, on ne parle pas d'identité, oui, on peut parler des... Ouais, on va parler comme, j'ai vu, est-ce qu'on va légaliser le cannabis, est-ce qu'on va... Bon, voilà, on peut avoir tout un tas d'idées comme ça, mais c'est pas les priorités, à mon sens, et certainement pas ce qui va sortir un peu la France du trou. Alors, et pour ce qui est aussi de l'identité, je voudrais rappeler aussi quelque chose d'important, c'est que la France est multi-ethnique. Mais elle n'est pas multiculturelle. Je trouve qu'on mène une confusion absolue depuis longtemps, dans tous les débats, souvent, entre multi-ethnique et multiculturel. Parce que multi-ethnique, ça signifie bien ce que ça veut dire. C'est à l'image de cette salle, des gens qui sont de toutes les ethnies. Mais multiculturel, parce que ça, c'est ce qu'on nous impose. Là, c'est différent, parce que multiculturel, c'est la France qui disparaît. Parce que quand on dit multiculturel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que c'est encore un terme de novlangue, multiculturel. Multiculturel, c'est vous mettez toutes les cultures ensemble. C'est-à-dire que la culture française se retrouve, en fait, une culture parmi les autres. Il n'y a pas de culture dominante, et encore moins limite de culture entre guillemets officielle. Donc c'est une culture. Donc ça voudrait dire que maintenant, sur son propre territoire, la France, la culture française se retrouve en concurrence avec d'autres cultures. Et elle devrait s'affirmer en tant qu'elle-même, alors qu'elle a un droit inné. En fait, c'est une situation quand même invraisemblable. Mais ça a été bien travaillé depuis longtemps, on nous a dit, c'est le monde multiculturel, etc. Et comme en plus on mène une confusion entre le multiculturel et le multiethnique, celui qui dénonce le monde multiculturel, il va se faire traiter de raciste, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas loin, un facho, ça arrive tout de suite, dans la seconde d'après. Parce qu'on dit, comment ça, vous n'acceptez pas les gens? Non, c'est pas que j'accepte pas les gens, mais je pense que vraiment, pour qu'il y ait une cohésion, parce que faut penser aussi à la cohésion nationale. On parle, ça c'est quelque chose d'important, la cohésion nationale. Mais cette cohésion-là, elle peut s'exercer que si on a des points communs. Et si on a une culture commune, c'était le cas d'ailleurs en France. Et là, on nous parle de multiculturalisme. Pour moi, c'est un espèce de non-sens. Comment la France pourrait être multiculturelle? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs cultures? C'est quoi? Non. Pour moi, c'est un enfumage qui va dans le sens de la même destruction des nations, à la fois où on est attaqué sur le plan militaire, on est soumis à l'OTAN, le plan financier soumis à des grandes banques, le plan de toutes nos politiques sociales qui sont soumises à l'Union européenne, l'identité, de la même façon qu'en nous vend ce multiculturalisme, et on détruit cette identité spécifique pour, je le pense, in fine, nous faire accepter ce monde, justement, qui est en train d'accoucher, ce monde mondialisé, multiculturel. Et pour ça, c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup de mots de novlangue, c'est dur de s'armer contre la novlangue.
Pourtant, il faut la combattre. Hein. Alors, je pense que tous ceux qui font du travail de réinformation alternative, on est confrontés à ça, parce que des fois même on reprend des mots sans s'en apercevoir, parce que ces mots-là, ils vous sont tellement matraqués toute la journée, vous les reprenez sans apercevoir, et on s'aperçoit qu'en fait, c'est des notions creuses, qu'il n'y a rien derrière. Hein. Enfin, ou alors, s'il y a quelque chose, quand on y réfléchit, voilà, par exemple, quand on s'arrête sur le mot multiculturalisme, multiculturalisme d'apparence comme ça, c'est quelque chose de très positif. Bah oui, plusieurs cultures, on vit tous ensemble, bah ça c'est génial, c'est quelque chose. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais pourtant, quand on y réfléchit, c'est quoi ce multiculturalisme? Bah, c'est la future guerre communautaire. Parce que les cultures qui vont s'affronter, parce qu'on nous dit on va vivre ensemble. Non, moi je ne pense pas qu'on a des cultures qui sont fondamentalement différentes et qu'on permet à des cultures, entre guillemets, de cohabiter ensemble, elles vont finir par entrer en concurrence les unes avec les autres, sur leurs contradictions, sur tout ce que ça va poser, c'est cet entrechoc en fait, entre les cultures. Et un pays, pour qu'il garde sa cohésion, il doit être monoculturel, il doit y avoir qu'une culture. Donc pour moi, c'est la culture française qui doit être la culture dominante en France, et c'est la seule culture qui doit pouvoir, pas qui va pouvoir s'exprimer, les autres peuvent s'exprimer, mais en tout cas, l'État et la nation, en tout cas ceux qui ont en charge justement de notre avenir, et nos dirigeants politiques, en tout cas, devraient défendre l'idée d'un monoculturalisme. Alors ça, c'est une idée en plus qui dérange, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé au stade, avec cette idée du multiculturalisme, que ce n'est plus à l'étranger de s'assimiler, mais c'est aux Français de s'adapter à l'étranger. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est complètement... On a basculé complètement, pour moi, ce qui était le système d'assimilation à la française, qui est un système qui fonctionne. J'en suis la preuve vivante. Je veux le dire, j'en connais plein. C'est un système qui fonctionne. La France n'a pas, justement, et ça, en plus, c'est très bien expliqué, Régis, dans ton livre, le ressort que la France est une construction, c'est clair, mais que c'est une construction multiethnique, et qu'il n'y a pas, justement, cet attachement à la race. D'ailleurs, on a un pays où, même si aujourd'hui il y a une tendance qui est en train de se lever un peu du côté de ce qu'on appelle les nationaux de droite, qui veulent imposer un espèce de courant politique qu'on appellerait blanc nationaliste, c'est un courant qui a jamais vraiment pris, on va dire, beaucoup d'adhérents en France, et pour cause, parce que je pense que ça fait partie je parlerais d'ADN culturel de la France, justement ce multi-ethnicisme, et la France en plus, par sa géographie, est déjà multi-ethnique, puisqu'il y a la France d'outre-mer, etc. Donc les Français n'ont pas cet attachement-là, on le sait. Je veux rappeler quand même que dans les années 50, le président du Sénat, c'était un certain Gaston Monnerville, qui est du Lyonnais. Hein, voilà. Chose que lorsque moi je voyage en Europe, j'en parle avec d'autres amis justement européens, ils sont stupéfaits. Ils me disent « Ah bon ?» Je dis « Bah oui, en France, dans les années 50. » Ils disent « Mais ça n'arriverait même pas en 2016. Hein, » Et dans beaucoup de pays européens, aujourd'hui. Oui, bien sûr, sans parler évidemment des nombreux Noirs qui ont participé évidemment à la nation française. Chevalier Saint-Georges, qui était chevalier de la garde royale, pendant la Révolution, on a connu du Bel Air, tout ça, l'ouverture, etc. Et ça, c'est l'histoire de France. Donc la France, elle n'a pas ce ressort ethnique. Ça me paraît très, très évident. En revanche, les Français, je pense, sont très attachés à l'aspect culturel, à la culture française. Et de voir leur culture attaquée de front comme elle est aujourd'hui, eh ben, c'est quelque chose qui fait qu'il y a une réaction immunitaire qui se met en place. Alors, les détracteurs vont vous dire que ce sont des racistes, ce sont des fachos. Non, pour moi, ce sont des gens qui mettent leur défense immunitaire de leur pays et qui veulent simplement conserver leur pays pour ce qu'il est, parce qu'ils sentent qu'en plus, non seulement ça leur échappe, mais les Français se projettent. Et ils voient très bien que ce qui se passe aujourd'hui, si on continue sur ce chemin-là, s'il n'y a pas un coup d'arrêt, et que ce coup d'arrêt, il viendra de vous. Hein. Il ne faut pas compter sur nos dirigeants. Hein. On l'a suffisamment évoqué, je veux dire.
on ne va pas compter sur le prochain président. Voilà. En revanche, je crois beaucoup à ta solution des législatives, parce que c'est une élection qui est beaucoup plus accessible, effectivement, que l'élection présidentielle. Et tous les candidats indépendants, effectivement, eh ben, auraient intérêt à se déclarer, à s'unir et à travailler ensemble dans le même sens, parce que ça aussi, c'est un problème de guerre des chapelles en France. On va arriver un jour, hein, qu'on arrête de faire le village d'Astérix, et peut-être le côté gaulois, hein, gaulois qui dérange tant, ce côté, et donc de mettre nos petites chapelles, nos égos de côté pour travailler dans le même sens, parce qu'il y a des choses, des grandes choses sur quoi on est d'accord, et je pense qu'on peut arriver à s'entendre sur ces choses-là. Et aujourd'hui, arriver à s'entendre sur ces choses-là, c'est pas simplement, je pense, une proposition, c'est une nécessité, et on n'aura pas le choix pour s'en sortir. Voilà. Merci beaucoup, Pépin. C'était complet aussi. Très très bien. Je passe le micro à Sébastien Poirier. C'est à toi, je te laisse expliquer tes initiatives. Une réaction de je vole le micro, Maître Wilfried Harris. Je suis désolé, mais je vais apporter une contradiction pour le moins violente.